C'est bon, كتبان لكم présentation? Oui, كتبان لينا. D'accord. Donc, on va commencer. Bon, bonsoir. Mais avant de commencer cette présentation, imaginez ceci. Chaque année, plus de 400 000 personnes vivent un arrêt cardiaque soudain en dehors de l'hôpital. La mortalité associée à ces situations atteint un taux alarmant de 90%. Cela signifie que seulement 10% des individus ayant expérimenté un arrêt cardio-respiratoire en dehors de l'hôpital, Khadija et juste Aboul Qassis, et j'ai été fortement interpellée par l'urgence de mieux comprendre et améliorer. Donc, on commence, Inch'Allah, notre présent. On va commencer par définir c'est quoi un arrêt cardio en pratique, savoir le concept de la chaîne de survie, quels sont les points importants à ne pas oublier, et on va finir par une conclusion. Donc, l'arrêt cardio-respiratoire se définit par un arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires. Ça veut dire que le flux sanguin vers les organes vitaux est interrompu. Aux étiologies les plus fréquentes, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous donner quelles sont les causes les plus fréquentes d'un arrêt cardio-respiratoire? Vous pouvez activer vos micros. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on peut avoir une hypoxie, hypothermie, hypovolémie, non? Oui, d'accord. Quoi d'autre? Et quelles sont les plus fréquentes? Et thrombose. D'accord. Donc, les causes les plus fréquentes, ce sont l'infarctus de myocarde, les troubles de rythme, comme la fibrillation ventriculaire, la tachycardie ventriculaire, l'hypoxie, noyade, traumatisme thoracique. Mais aussi, comme a dit notre collègue, il y en a des causes réversibles qui s'imposent pour pouvoir les corriger rapidement et pour augmenter les chances de récupération. Et pour mieux mémoriser, les 4 H et les 4 T. Ce sont l'hypoxie, l'hypothermie, l'hypovolémie et l'hypercalémie. Pour les 4 T, on a tamponnade, pneumothorax, la prise des toxiques et le thrombosis. Thrombosis, ce sont les infarctus de myocarde et les embolies pulmonaires. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez cette diapo, il est très importante. Alors, la conduite à tenir en pratique. Alors, la chaîne de survie. Le concept de la survie à un arrêt cardio-respiratoire, il dépend de plusieurs interventions essentielles, dont la séquence a été décrite comme celle-ci, la chaîne de la survie. Ensemble des maillons interdépendantes qui conditionnent la réanimation. Premièrement, la reconnaissance des signes de l'arrêt cardio-respiratoire et l'alerte précoce. La réanimation précoce de base par les témoins guidés à distance par le SAMU, une défibrillation précoce automatisée et puis une réanimation médicalisée pré-hospitalier par le SMUR. Si un seul des maillons est manquant, la chaîne de survie va être inefficace. Alors, la reconnaissance immédiate de l'arrêt cardiaque et de la libération des voies aériennes supérieures. Premièrement, on apprécie la conscience par l'évaluation de la réactivité de la victime. On secoue doucement les épaules et crie « Ça va, vous m'entendez, serrez-moi la main ». En notre langage marocain, غادي نقولوا له شريف واش كتسمعني إلا كتسمعني زير لي على يدي. D'accord?
et bien sûr, évaluer le pouls, s'il y a la présence du pouls ou non. La libération des voies aériennes, comme il nous montre l'image, 2 doigts encrochés sous la mandibule et pivoter la tête en arrière. On évalue la respiration et pour mieux faciliter les tâches et mieux mémoriser, alors on a les 3 lettres du mot respiration, R pour regarder la poitrine qui se soulève, écouter le passage d'air et bien sûr sentir l'air qui sortira. Donc, on est devant 2 situations. Si le patient, il respire, donc on le tourne et on l'installe en position latérale de sécurité. Sinon, on va débuter sans délai le massage cardiaque externe. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on doit faire au fur et à mesure lorsqu'on débute un massage cardiaque? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on doit faire au fur et à mesure? L'un fait un massage cardiaque et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit demander autre? D'appeler l'ambulance peut-être? Oui, on demande à quelqu'un d'autre d'appeler les secours. Effectivement. Oui, c'est vrai. Alerter et appeler SAMU. On appelle le 15. Le 15, c'est pour la protection civile et SAMU, c'est 150. On précise bien sûr à proximité l'âge du patient. On annonce que le patient il est en arrêt cardio-respiratoire et on précise l'endroit. Devant donc un patient inconscient, il ne respire pas, on a appelé les secours, on a commencé le massage cardiaque. Donc, il est essentiellement pour commencer le massage cardiaque de se positionner sur le côté de la victime. Placez le talon les doigts des 2 mains de façon à relever les doigts. Alors, les bras, ils doivent être en position tendue stricte. Comprimer la poitrine avec une amplitude de 5 cm. Avec chaque compression, relâchez complètement la pression sans décoller la main de la poitrine. On doit réaliser un massage à la fréquence de moins de 100 compressions par minute et sans oublier temps de compression égal au temps de relaxation. Alterner le massage cardiaque et la ventilation. Après 30 compressions, on libère les voies aériennes, on pince la partie souple du nez, ouvrir la bouche de la victime, prendre une inspiration normale, souffler durant 1 seconde. Reprendre une inspiration et souffler à nouveau. Donc, on alterne 30 compressions et 2 insufflations. En résumé, absence de réponse, patient inconscient, ne respire pas, ou bien il respire à pression et 2 insufflations. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire qu'est-ce qu'un défibrillateur et quel est le but d'un défibrillateur? Personne? D'accord. Donc, un défibrillateur, c'est un dispositif médical qui est conçu pour administrer une décharge électrique, dont le but est de restaurer un rythme cardiaque. Il y en a 3 types de défibrillateurs. Le défibrillateur manuel, c'est 3 défibrillateurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre ces 3? Brièvement. Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? D'accord.
Pardon? Le manuel fait tout. On règle le voltage, également quand est-ce on va libérer la décharge, donc c'est manuel. Pour le semi-automatique, il charge à lui seul, mais c'est nous qui va délivrer la charge. Pour l'automatique, il charge et il délivre la charge en même temps. D'accord, effectivement. Alors, le défibrillateur manuel, il exige une opération manuelle pour administrer les chocs. Par contre, le semi-automatique, il administre automatiquement les chocs, mais il nécessite une intervention de l'opérateur pour le déclencher. L'automatique, il administre automatiquement les chocs sans nécessité d'intervention humaine pour le déclenchement. Alors, j'ai mis un slide juste pour mémoriser les différents types des arythmies qui sont choquables, surtout s'il y a un défibrillateur manuel. Mais avant tout, est-ce que peut quelqu'un me dire quelle est la différence entre une fibrillation ventriculaire et une tachycardie ventriculaire? Juste pour comprendre ces deux termes. D'accord. Donc, la fibrillation ventriculaire, c'est le cœur ne se contracte pas de manière coordonnée et il va entraîner un arrêt cardio-respiratoire. Par contre, la tachycardie ventriculaire, ce sont les ventricules qui se contractent rapidement et qui évoluent vers une fibrillation ventriculaire ou bien vers un arrêt cardio-respiratoire. Comment différencier entre les deux sur le CG? La tachycardie ventriculaire, ce sont des tachycardies régulières à QRS large. Par contre, la fibrillation ventriculaire, ce sont des tachycardies irrégulières sans onde de P. Désolée, je ne trouve les commentaires parce que dès la présence. D'accord, merci beaucoup. Alors, mettre en marche l'appareil, écouter et respecter les indications verbales du défibrillateur. Alors, la position des électrodes, il est très important à connaître. La position, il doit être conforme au schéma visible sur les électrodes ou sur leur emballage. L'une, comme vous voyez sur l'image, juste au-dessous de la clavicule droite contre le bord droit du sternum. Et l'autre, sur le côté gauche du thorax, 5 à 10 cm au-dessous de l'aisselle gauche. Mais sans oublier que durant la préparation de la DSA, le sauveteur qui réalise la RCP, il poursuit seul les compressions thoraciques et les insufflations. Quand les électrodes ils sont fixés sur la poitrine de la victime, bien sûr, on arrête la RCP, on s'écarte et on lance l'analyse en appuyant sur le bouton analyse. Et certains modèles, comme on a vu pour les défibrillateurs automatiques, certains modèles de défibrillateurs lancent automatiquement l'analyse dès la connexion des électrodes. Donc, on reprend la RCP, 30 compressions et 2 insufflations. En résumé, patient inconscient ne respire pas, ou bien il respire anormalement, ça veut dire les gaspes. RCP, 30 compressions et 2 insufflations. En attente de défibrillateur, branchement de défibrillateur, on analyse le rythme. Choc indiqué, ça veut dire fibrillation ventriculaire ou bien tachycardie ventriculaire. On administre un choc. 2 minutes de RCP et on réévalue s'il y a la présence du pouls, si le patient il respire ou non. D'accord? Toujours on réévalue. Choc non indiqué, donc pas de fibrillation ventriculaire et pas de tachycardie ventriculaire. 2 minutes de RCP et on réévalue bien sûr l'état du patient. Respiratoire. La prochaine étape cruciale dans la chaîne de survie consiste à solliciter, bien sûr, l'intervention du SAMU. Ils vont faire quoi? Ils vont assurer une stabilité
stabilisation optimale avant le transport vers l'établissement hospitalier le plus approprié. Les points importants à ne pas oublier, s'il vous plaît. Entreprendre les compressions thoraciques avant les ventilations. Commencer une RCP chez tout un patient inconscient et ne respire pas normalement. Ne respire pas normalement, ça veut dire il gaspe, il fait des gaspes, ou bien il ne respire pas. Le massage cardiaque prime sur la ventilation. La fréquence de compression au moins 100 par minute, la profondeur d'au moins 5 cm, et s'il vous plaît, réagir rapidement. Réagir rapidement égale une augmentation des chances de survie. En résumé, la prise en charge préhospitalière de l'arrêt cardio-respiratoire est bien plus qu'un protocole médical. C'est une opportunité cruciale de sauver des vies. Les chiffres poignants soulignent l'urgence d'une action rapide. Chaque geste de réanimation cardio-pulmonaire initié par un témoin, chaque utilisation précoce d'un défibrillateur automatique externe contribue de manière significative à vraiment inverser le processus de l'arrêt cardiaque et de la santé. Notre engagement à rester informé et formé est la clé pour préserver chaque précieuse existence. Merci pour votre attention et toujours ne pas oublier merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment, parce que c'est très important de réagir rapidement. Merci beaucoup, docteur Khadija. Merci. Merci à vous. Merci.